Bonjour, Émilie Fabi. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticienne. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions, qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'envers. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatisme. Alors aujourd'hui, je suis hyper contente parce que c'est mon premier podcast partagé et en plus c'est assez symbolique puisque c'est avec une des premières personnes que j'ai accompagnées en coaching dans le cadre de Light Up quand j'ai créé ma société. Et donc je vais donner le micro à Lucille. Va vous parler de reconversion. Alors l'idée c'est que ce soit un échange, voilà, que vous puissiez retirer si vous êtes dans cette démarche-là, de retirer des choses qui pourront vous aider par la suite, ou abreuver par nos expériences respectives. Donc, Lucille, bienvenue. Merci, bienvenue. Enfin, pas du tout. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec toi. Je suis ravie d'échanger. Et tu le sais que c'est un sujet qui m'intéresse et que j'ai envie de partager au plus grand nombre depuis déjà de nombreux mois, années, etc. Trop bien. Alors, Lucille, est-ce que tu peux te présenter comme ça te vient? Qui Alors, je es-tu? m'appelle j'ai 31 ans. Je suis donc aujourd'hui prof de yoga. Et j'ai évidemment pas toujours été prof de yoga. Mhm. J'ai deux enfants magnifiques et incroyables. Forcément. Et j'habite dans le nord de la France, donc du côté de Lille. Et voilà. J'ai aussi un chien qui ressemble plutôt à un poney, si jamais ça, si jamais ça. C'est original. Ok, super. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a été finalement le déclencheur de ta reconversion? Qu'est-ce que Ouais, tu faisais avant et comment t'en es arrivé à te dire, tiens, je veux être prof de yoga? ouais. Alors, pour reprendre vraiment, on va dire au tout début de l'histoire, dans toute ma scolarité, j'ai jamais trop su ce que je voulais faire. Ça fait déjà très longtemps que je suis, on va dire, perdue, que je cherchais. J'ai voulu faire des métiers comme fleuriste ou chanteuse, comme beaucoup de personnes, je pense, mais aussi. Quand j'étais en troisième, je voulais faire un BTS esthétique, etc. J'ai finalement fait un bac, on va dire, classique, mais durant mes années lycée, j'ai fait options économiques et sociales. J'ai fait première S pour finalement faire une terminale L. Donc on sent déjà la personne qui est un peu perdue. Et finalement, comme métier, du coup, je travaille dans la communication, dans le marketing et la communication. Et du coup, j'ai été social media manager dans une agence de com. J'ai eu une première expérience auto-entreprise en freelance qui a pas duré très longtemps mais qui était chouette. Et après, j'ai été chef de projet web, donc un peu comme social media manager, mais de manière un peu plus large. Et voilà, donc encore en agence. C'était chouette, c'était bien, mais j'avais toujours un peu cette quête du truc en plus, de me dire il y a quelque chose. Enfin, je savais que je ferais pas ça toute ma vie Mhm. euh, parce que je ferais d'autres. Mais c'était chouette comme première expérience, c'était intéressant, mais il y avait toujours un truc où je me disais, enfin, j'étais encore toujours en recherche. Et j'ai aussi ce côté très énorme lassitude. Pour vous donner une idée, du coup, la boîte dans laquelle je suis restée le plus longtemps, je crois que c'est 2 ans et un mois. Quand même pas très long. Ouais, et en même temps, ça correspond à pas mal de parcours aujourd'hui. Au Oui, oui, final, oui. tu vois, la génération slasher, mais Ouais. Mais après 2 ans et un mois, déjà, on va dire que je tirais sur la corde, quoi. ouais. Au bout d'une année déjà, j'étais là, oh, bah c'est bon, ça va. On peut voir autre chose. Donc bref, donc ça pour mon parcours pro et du coup donc le yoga, j'ai fait du yoga d'une manière on va dire personnelle et une pratique personnelle assez tôt, façon de parler. Je crois que ça fait presque 7 ans, donc quelque chose comme j'allais dire 2007, mais pas du tout parce qu'on est en 2024, donc Ok, un peu plus. perdu la notion. On vous laisse faire les calculs. Ouais, c'est ça, comme 2016-2017. Et au départ, c'est vraiment une pratique personnelle. J'aimais bien, j'accrochais bien, j'en faisais en studio et chez moi, mais le côté prof de yoga m'avait jamais trop fait germer dans mon esprit, quoi.
J'ai vécu une grossesse en 2019-2020 et en 2020, mars 2020, il se passait un petit truc du genre confifi, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, je faisais du yoga prénatal et j'ai continué à faire du yoga prénatal pendant le confinement. Et je vais pas dire que je faisais que ça de mes journées, mais presque. Et du coup, mon conjoint, Julien, il voyait que je faisais ça, il s'est dit, tiens, ce serait peut-être chouette que je fasse ça avec toi, parce qu'il commençait aussi à se faire chier, je pense, pendant. Et donc, on a fait du yoga prénatal ensemble. Donc oui, il a fait du yoga prénatal. C'est original. Ouais, c'est ce que je dis à chaque fois, enfin, c'était Le drôle, cobaye. mais pris au jeu. Et du coup, comme on en faisait à deux, c'est là que j'ai commencé un peu à lui enseigner, parce que lui, enfin, il est basketteur à la base, donc vraiment, le yoga et le basket, je pense que c'est quand même relativement différent. Et donc, il y a eu ce premier un peu, enfin, du coup, je vais parler longtemps. Il y a eu ce Parfait. petit truc où je me suis dit, tiens, c'est chouette de transmettre quelque chose. C'est chouette de transmettre un truc et de lui apprendre et de voir comment il l'intègre, comment il réagit, etc. Donc ça, c'est un peu la première étape. Et vraiment, le gros truc, ce qu'elle veut me dire, qui a fait que je me suis dit, ouais, prof de yoga, il y a vraiment quelque chose de fantastique. Du coup, bah, la naissance de mon premier, qui a duré un peu longtemps. Du coup, à l'arrivée, il faisait 4,950 kg, donc c'est pour ça que je Un disais. bon petit rôti. Et du coup, vraiment, maintenant, et vraiment sur le moment, je me suis dit, mais sans le yoga, que ce soit physiquement, parce qu'il n'y a pas enfin, le yoga, ça prépare quand même physiquement, il y a des efforts physiques, et puis il y a un côté aussi connaître son corps qui est hyper important, et le côté mental aussi, se dire que enfin, tu vas y arriver, que ouais, il y a des obstacles, qu'il peut y avoir des choses que tu n'avais pas prévues, mais du coup, comment tu vas réagir par rapport à ça? D'accepter un peu les choses au fur et à mesure. Donc oui, quand je disais très long, ça a duré 50 heures, donc avec plein d'étapes et plein de trucs, enfin plein Oh, d'événements. pauvre. Des moments où tu es très content, des moments où tu es un peu moins content, tu vois, et donc du coup de surfer un peu sur toutes ces vagues-là. Et je pense que c'est limite l'une des premières choses que je me suis dit après qu'il soit né, c'est que je me suis dit, mais le yoga, waouh, quoi. Enfin, pour moi, ça a été un truc vraiment où je me suis dit, mais c'est tellement, enfin, ça m'a apporté tellement, je pense que j'aurais vécu cette naissance d'une manière totalement différente si j'avais pas fait ça, que du coup, je me suis dit, mais je veux apporter ça à d'autres personnes, quoi. Hmm. Et après, moi, ça a été moi ça, mais je pense qu'il y a aussi d'autres pratiques qui peuvent faire du bien à d'autres gens et qui peuvent être révélatrices pour d'autres gens, quoi. Donc ouais, donc c'est la naissance du gros rôti qui a fait que que le côté prof de yoga, c'est un peu mis en avant en me disant, mais en fait, j'ai envie d'apporter ça à d'autres gens. J'avais un peu peur au départ. Je me suis pas formée, enfin tout de suite. Si, il avait 3 mois quand j'ai commencé ma formation, donc quand même. Et en fait, il y avait aussi déjà ces premiers trucs de me dire, bah ouais, mais si je me forme, bah j'ai justement du coup un enfant en bas âge. Comment je gère ça? Comment je le fais? Je Hmm. suis, enfin voilà, l'idée de base était vraiment de me former pour apprendre et pour l'utiliser un jour. Mais dans ma tête, le un jour, il était plus genre dans 5 ans, quoi. Donc c'était pas de l'immédiat, quoi. Donc voilà. Et qu'est-ce qui a fait que du coup, tu es passé de dans 5 ans à l'immédiat, finalement? Et ben, c'est au fil de la formation. Ça s'est fait vraiment, on va dire, au fil de l'eau. Le premier élément déclencheur, ça a été mes boss de l'époque. J'avais un entretien individuel, un truc un peu formel, on échange et tout. Et puis à un moment, ils me disent, vraiment en toute bienveillance, bah Lucille, tu te rends compte que ce que tu fais au boulot, au bureau, t'en as plus rien à faire. Et mais, alors, pas en mode remontrance et tout, mais plutôt en mode, il y a peut-être du coup un truc à creuser parce qu'on sent que tu es complètement désintéressé et que ce que tu pouvais faire avant et l'intérêt que tu pouvais montrer avant, il est juste plus là du tout, quoi. Hmm. Et en vrai, je m'en étais pas rendu compte, ou en tout cas, enfin, je le sentais quand même, parce que eux aussi, je pense que le fait d'être maman, etc., des fois, j'avais pas envie d'être au boulot de 9h à 18h, j'avais plutôt envie de pouponner ou des trucs comme ça, quoi. Donc ça aussi, ça a joué, mais j'avais pas conscience à ce point-là que vraiment, enfin, que ça se ressentait aussi fort à l'extérieur. Ouais. Et du coup, enfin, donc ça a été le premier élément déclencheur où je me suis dit, bah, du coup, il y a peut-être une question à se poser et à se dire que, il y a peut-être un truc à creuser. Et ce qui a fait vraiment, du coup, la démarche et le truc acté, ça a été, du coup, le coaching avec toi. Parce que, ouais, avant, Placement produit. je suis payée pour dire ça. C'est faux.
Mais ouais, parce que bah il y a forcément plein de peurs qui viennent à ce moment-là. Il y a plein de doutes, il y a plein d'incertitudes. À l'époque, on va dire que j'avais plutôt tendance à remplir des cases pour ou contre, sans forcément savoir trop quoi mettre dans l'un, quoi mettre dans l'autre. Pas Et bien. je pense que j'avais besoin d'être un peu rassurée et surtout, enfin, pas qu'on me dise quoi faire, c'est pas ça, mais je pense que le fait de discuter aussi avec quelqu'un d'autre, d'être plus ou moins aiguillé, ça peut permettre de faire ressortir justement ce qu'on a vraiment envie, mais aussi comment on a envie. Parce que du coup, le côté prof de yoga, c'est avec la formation et avec l'évolution, c'est révélé un truc que j'avais vraiment envie d'essayer, de tester, de faire, mais pas pour dans n'importe quelle condition, tu vois. Hmm, Notamment financièrement, mine de rien, bah, on a un prêt immobilier, on avait un enfant qui va à la crèche, donc il y a des trucs qui tombent tous les mois. Donc moi, je me sentais pas de me dire juste je m'en vais et du coup j'ai zéro du jour au lendemain et je me débrouille quoi. bien sûr. Donc c'est aussi un peu tout ça qui était important à poser. Et du coup, ouais, le coaching avec toi, ça m'a vachement rassurée aussi sur le fait que c'était évidemment normal de se poser ces questions-là et du coup de me dire ce dont j'avais besoin pour pouvoir faire le saut, on va dire quoi. Et finalement, quand on dit coaching, je précise quand même qu'on a fait genre 2 séances, quoi. La fusée en 2 séances. Alors après, on a refait ton design humain, mais déjà quand tu étais en activité. Mais je veux dire, il y a eu 2 séances de je passe de je sais pas du tout où je vais, enfin je me souviens quoi, je sais pas comment par quel bout le prendre, à bon ben je vais devenir prof de yoga et je sais où je vais et je le fais quoi. Donc voilà, le coaching le plus rapide de l'univers. Oui, c'est ça. Mais enfin, c'est aussi ma manière de fonctionner. Mm. Donc ouais, donc c'est comme ça que ça s'est déclenché, que ça s'est mis. Ok. Donc là, t'avais, du coup, ça t'a permis de mettre en place un plan d'action. Est-ce que tu peux nous, enfin, donner finalement dans les grandes lignes, mais les différentes étapes qui t'ont mené à, je passe de, je travaille dans la com dans une agence à, je m'installe en tant que prof de yoga avec mon numéro SIRET, quoi. Ben, en fait, c'est là aussi où c'est rigolo, c'est que finalement, mon numéro de tirette, alors, ouais, c'est ça. J'ai commencé ma formation de yoga en septembre 2020. En septembre 2020, j'avais mon nom de marque, mon logo, mon site internet. Hmm. Mais juste comme ça, hein, parce que ce sera peut-être dans 5 ans, tu vois. Donc déjà, les actions qui se font, enfin, et vraiment, honnêtement, c'était comme ça que je pensais, mais j'étais déjà un peu dans le truc. Hmm. Et mon numéro de sirette, je l'ai créé en mars 2021, à un moment où je l'ai créé au cas où. Enfin, Hmm. vraiment. Donc, du coup, il y a aussi un peu ce côté où j'ai mis, on va dire, la charrue avant les bœufs, mais je pense que c'était un peu ce côté, je savais vers quoi ça allait tendre, mais je pense que j'étais un peu, Hmm. j'étais un peu des œillères. Et du coup, donc les étapes, ça a été de bah, déjà discuter avec mes boss de l'époque et de dire, ben ouais, vous avez raison, là je sens que ça matche plus dans le boulot que je fais au quotidien. J'ai envie de tester l'aventure prof de yoga, mais par contre pas dans n'importe quelle condition. Et donc la condition pour moi c'était du coup rupture conventionnelle pour pouvoir avoir un minimum de Hmm. chômage et m'assurer un petit coussin financier et que si ça marche pas tout de suite, si ça marche pas du tout, d'avoir quand même un peu de stabilité et de sérénité, on va dire. Hmm. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que ils l'ont presque proposé par eux-mêmes directement. Je pense que ils avaient conscience que mon envie de changement elle était réelle et que c'était pas juste j'envoie tout balader, quoi. Ouais. C'était très cool et encore maintenant, enfin franchement, je suis hyper reconnaissante de ça parce que c'est une grosse étape qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Et je pense que pour eux, ça va être assez chouette de voir que 3 ans plus tard, bah, j'y suis encore et que c'était pas juste une lubie un peu comme ça, quoi. Il y a eu beaucoup de discussions aussi de couple. Hmm. Mine de rien, ben, jusqu'à ce moment-là, ben, on va dire qu'on faisait en sorte que financièrement ça allait bien tous les deux. Et là, on se doutait que ben, moi, ça allait être forcément un peu plus compliqué sur le début, etc. Et j'ai toujours été très soutenue. Encore maintenant, c'est beaucoup de soutien. Donc ça, c'était important pour moi de pas imposer complètement mon choix, que ce soit quand même quelque chose de discuté, etc. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, je me sentais hyper serein et tout. Et il y a une petite année, on en a rediscuté et il me disait, mais j'avais les chocottes de fou, en fait. Il Ah disait, ouais. ouais. Et là, t'as un super boulot, hyper stable, ou entre guillemets, enfin, tu fais rien. J'avais beaucoup de facilité dans ce que je faisais, tu vois.
Et donc, ça me demandait pas non plus d'être au taquet tout le temps. Et en termes d'esprit et d'espace dans mon esprit, ça allait. Tu vois, quand je rentrais du boulot, bah, c'était fini, quoi. Et il me dit, toi, t'arrives et du jour au lendemain, tu te dis, vas-y, je veux devenir prof de yoga. J'ai trouvé ça très chouette de sa part de pas montrer que lui, il avait Mm. aussi un peu peur. Parce que je pense qu'il avait bien senti que déjà de mon côté, il y avait déjà pas mal de choses. Donc ça a été un élément très important aussi d'avoir du soutien de l'entourage très proche. Et finalement, du coup, ce qui est chouette aussi, c'est que ça s'est fait au fur et à mesure. Je pense que la décision, ça a été quelque chose comme avril-mai, la décision de rupture conventionnelle. Ouais. Mais j'ai fait au mois d'août. Donc il y a eu aussi tout ce temps de me dire, déjà, je finis bien mon boulot et j'essaie de faire les choses du mieux possible. Et aussi, je peux préparer comme ça, tout doucement, le côté prof de Mm. yoga à côté. Et là aussi, j'ai eu beaucoup de soutien de mon entourage parce que les premiers cours que j'ai donnés, c'est dans une salle de spectacle à Tourcoing qui s'appelle le Café de Paris. Et c'est des amis qui gèrent cette salle de spectacle et j'ai eu la chance de pouvoir commencer mes premiers cours dans cette salle-là. Que j'ai Donc, testé d'ailleurs et j'ai adoré. donc ça, c'était hyper chouette aussi d'avoir un peu, on va dire, un terrain d'entraînement, tu vois. Et donc, ouais, de sentir aussi que l'entourage, même un peu plus lointain, était aussi là pour soutenir, quoi. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et bien sûr, il fallait que j'ai mon diplôme, mais ça s'est fait relativement facilement, on va dire. Mm. Et voilà. Et du coup, septembre 2021, je me lançais officiellement, on va dire, pour faire un métier comme ça. Ouais. Ça a pris environ 6 mois, mine de rien, enfin même un peu plus, parce que je pense que le coaching, c'était quelque chose comme février-mars. Quelque chose dans Ouais, ce je me souviens plus des dates, mais oui, c'est possible. Mais c'est vrai que ce que tu soulèves, je le remarque dans d'autres, à travers d'autres accompagnements. Le côté, ben ouais, on a souvent l'impression que la reconversion, c'est genre, faut soit être millionnaire, héritier ou peut être compliqué parce qu'il y a déjà, je pense, la question financière qui bloque beaucoup. On peut se faire aussi tout un film en se disant, ouais, mais ma boîte, ils vont me mettre des bâtons dans les roues, je pourrais jamais partir parce qu'on a peur peut-être de cette espèce de confrontation, enfin, ce qu'on va envisager comme une confrontation qui finalement, normalement, si la boîte, enfin en tout cas les personnes qui gèrent la boîte sont pas trop débiles, à un moment donné, elles se rendront compte que de garder quelqu'un qui n'est pas motivé, ça sert à rien sur le court terme même, et encore moins sur le long terme. Donc c'est vrai qu'il y a souvent cette zone de comment j'amène les choses, et souvent ça se passe bien mieux que ce qu'on avait envisagé en fait. C'est ça qui est dingue. Parce que si on amène bien les choses avec, ben, moi, j'ai plus de, voilà, j'ai plus le cœur à l'ouvrage, mais en même temps, voilà, j'ai ça, 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 c'est mon projet perso, je veux pas faire n'importe quoi, bah, j'ai besoin de payer mon crédit, mes machins, nan, nan, nan. Je vous mets à contribution, donc merci de m'aider, c'est bien gentil. Puis, et puis après, ça peut se mettre en route. Donc c'est vrai que quand tu parles de soutien, alors à la fois le soutien financier, il est important, mais c'est aussi, est-ce que toi, tu as eu, il y a eu des ajustements dans votre façon de vivre du fait de finalement ce salaire qui allait être bah, des indemnités chômage et donc un peu moins important. Ouais, bah clairement, mine de rien, c'est du coup un suivi un peu plus régulier et carré au niveau des comptes et tout. Moi, je remplis des petits tableaux Excel maintenant. Ouais. Parce que bah forcément, c'est aussi un peu des sacrifices. Oui, si, quand même, des sacrifices sur un peu d'autres parties de nos loisirs, etc. Et après, honnêtement, ça s'inscrit aussi un peu dans notre démarche au global de vie plutôt sobre et simple, on va dire. Mais tu vois, Mm. typiquement, depuis un an, toutes les fois où on est parti en vacances, on n'a jamais payé parce qu'on fait de l'échange de maison. Et Ouais. du coup, si on a payé, c'est une adhésion à l'année de quelque chose comme 160 euros. Mais du coup, tu vois, bah, par exemple, notre budget vacances, bah, il n'est pas de zéro non plus parce que tu as forcément quand même des choses que tu fais en vacances. Mais du coup, à ce niveau-là aussi, on a vachement réduit. Et du coup, on réfléchit aussi plutôt à la manière dont on va consommer. Mais c'est aussi quelque Mm. chose qui est déjà dans notre façon de faire et dans notre façon de vivre. Donc, ça ne nous demande pas un effort surhumain non plus, quoi. Ouais, ça s'inscrit dans une écologie globale, quoi. Mm. C'est ça. Mais ça a demandé quelques ajustements et du coup, bah, encore maintenant, honnêtement, on fait pas non plus des achats compulsifs sans réfléchir, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Mais je te rejoins vraiment là-dessus parce que je pense que si moi, à mon échelle et avec ben, ma famille, enfin mon conjoint et nos enfants, on avait, avec mon conjoint, parce que mes enfants n'ont pas trop, ont pas trop parlé d'écologie de vie globale, mais c'est vrai que ça a aidé.
le fait de voir les choses autrement et de se dire on n'a jamais été ultra matérialiste et j'en parlais déjà. Donc l'idée, c'est pas de refaire l'épisode sur le rapport à l'argent, mais le fait de se libérer à ce niveau-là, se dire bah, en fait, on a de moins en moins de besoins Mhm. et puis de mieux en mieux avec de moins en moins de besoins. Donc on court pas après le dernier truc, même par rapport au voyage. Enfin, moi, c'était mon plus gros budget de dépenses, plus grosse ligne de dépenses. Et pour le coup, bah, vu qu'on essaye de faire gaffe un peu, vu que j'ai bien défoncé mon bilan carbone avant, je me dis, je vais peut-être me calmer maintenant. Voilà, donc c'est vrai que du coup, ça limite la frustration et le côté sacrificiel. Qui, en plus, tu portes quelque chose qui t'anime davantage, sachant que ben, je me sens beaucoup plus épanouie aujourd'hui en me disant, bah, c'est vrai que voilà, je vais pas deux, trois fois à l'autre bout du monde par an, mais pour autant, je me sens carrément mieux dans mes baskets parce que je le suis bien au quotidien et pas que 3 semaines ou 5 semaines par an où je vivais que pour ça, avec un boulot dans un contexte qui me plaisait pas. Enfin, c'était pas très sain. Donc, toi, est-ce que tu as eu aussi cette sensation-là de se dire que ben, voilà, ton projet pro commençait à fusionner un peu avec ta vie perso? Ouais, c'est ça. Et puis c'est aussi un équilibre de vie au global. C'était aussi ça, la volonté de ce métier-là. C'était aussi de Hmm. travailler moins mais mieux, on va dire, et aussi Ouais. travailler pour avoir plus de temps en famille. Et c'est là aussi où du coup je te rejoins sur le côté un peu stabilité financière et tout. C'est que forcément, donc, du coup à l'époque on n'avait qu'un seul enfant. Mais du coup, on a mis une journée de moins en crèche et du coup, bah, ce truc-là que tu payes pas, ben, t'es bien content de, même si tu gagnes moins, enfin, tu vois, ça, elle est pas Hmm. crasse. Mais, mais du Ouais. coup, les deux s'équilibrent, quoi. Et Hmm. donc, et encore aujourd'hui, bah, maintenant ils sont deux, mais du coup, paye toujours une journée de crèche en moins. Et c'est chouette d'avoir ce temps de vie de famille quand ils sont petits. Je trouve que c'est aussi très chouette de les voir évoluer, de pouvoir les accompagner, tu vois. Et du coup, ben, j'ai pas l'impression de sacrifier du temps de vie de famille pour un boulot qui me plaît pas ou moins, tu vois. Pour Et payer une nounou ou une crèche. c'est ça, exactement. Et tu vois, pourtant, je bosse quand même 2 soirs par semaine. Donc, il y a 2 soirs où Hmm. je les vois pas ou moins, où je fais pas les repas, où je les couche pas, etc. Mais je sais aussi qu'il y a une journée entière où je vais être avec eux, ou que les matinées et les soirées, quand je suis là, bah, je suis vraiment là et je suis là limite à 16h30. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée. Donc du coup, il y a aussi ce côté qualité du temps passé tous ensemble, tu vois. C'est très chouette. Et après, c'est aussi un équilibre à trouver pour chacun. Typiquement, je pourrais bosser tous les soirs. C'est pas non plus ma volonté, tu vois. Donc je me dis là, 2 soirs par semaine, c'est chouette parce que ça me permet moi de faire ce que j'ai envie et ce que j'aime. Et après, c'est cool d'avoir des moments tous ensemble quand même, quoi. Oui, c'est ça, chacun. Après, voilà, l'idée de la reconversion, c'est pas non plus de se dire, tiens, je veux travailler que 15 heures par semaine. Il y en a, ça sera, ils resteront sur du 60 heures comme avant ou du 40 ou enfin, peu importe. Mais c'est d'y trouver son compte, en fait, et de se dire, voilà, moi, ce qui est important dans ma vie, bah, là, c'est ça, ça, ça. J'ai envie de tant de temps en famille, j'ai envie de tant de temps en travaillant. Comment on fait rentrer tout ça dans les cases et pour trouver comment on fait pour justement rester entre guillemets, à flot sans que ce soit souffrant et voilà, et sacrificiel, quoi. Mm. Et après, ce que je trouve assez cool aussi avec le côté, bah, pour le coup, auto-entreprise, c'est que tu peux faire évoluer les choses, tu vois. Si demain j'ai envie de bosser un soir de plus, bah je peux. Alors après, enfin, faut quand même creuser le truc, mais enfin, je peux. Mm. Si je veux bosser un soir demain, je peux. Et je me dis, ça va être aussi un métier qui pourra évoluer au cours de ma vie et du coup que je vais pouvoir adapter selon mes envies un peu du moment, quoi. Et alors, Non. tu as réussi à en vivre au bout de combien de temps? Maintenant, Ok. Donc, bah, du coup, tu as passé les fameux 3 ans. 3 ans. Ouais. Alors après, ça a un peu biaisé parce que du coup, comme j'ai eu un deuxième enfant, j'ai eu un congé mat, enfin un congé mat Mm. plus un peu postpartum et tout, un peu long, on va dire. Donc ça, c'est aussi peut-être un peu biaisé par rapport à ça. Et pour vraiment être totalement transparente, encore maintenant, j'ai des indemnités chômage. Même D'accord. si j'ai pas besoin, comme je déclare mon chiffre d'affaires tous les mois, Pôle emploi, enfin c'est France Travail maintenant, euh, Mm. me verse le complément, on va dire. Et du coup, je pense que là, j'ai encore 5 mois devant moi. Donc j'avoue qu'il y a un côté toujours hyper rassurant. Mm.
dire bah si jamais il y a un mois un peu plus dur ou quoi, j'ai encore un peu ce truc-là. Mais je sais que là, c'est bon. Depuis environ septembre. Après, il a fallu un peu rentrer de trésor et tout, tu vois, mais depuis environ septembre 2023, du coup, j'ai passé un cap, vraiment. Et pour être tout à fait transparente aussi, moi, ce qui m'a vraiment, ce qui a tout changé, c'est ma manière de facturer, ma manière de vendre mon offre. Hmm. Juste, je faisais tout le temps du au cours. 13 euros le cours ou des carnets ou des trucs comme ça. Sauf qu'en fait, mine de rien, en tant que prof de yoga, en tout cas dans la manière dont moi je fonctionne, j'ai mine de rien beaucoup de charges. Je paye les salles que je loue. Hmm. Et donc, dans mes premières années, ça m'est arrivé des fois de louer une salle, d'arriver et qu'il n'y ait aucun élève. Donc, je me suis Ouais. loué, je me redéplace, donc je perds du temps, je perds de l'argent, littéralement. Et en fait, il y avait personne qui venait. Et du coup, ça, c'est le fait d'avoir rencontré d'autres gens. Et je pense que c'est un truc essentiel quand on est un peu solo dans sa boîte. Et il y a une nana qui était prof de yoga qui m'a dit, mais fais des abonnements parce qu'en fait, toi, des charges tous les mois qui tombent, donc il faut au moins que tu remplisses ça. Et à partir de là, ça a tout changé. Et je Ouais. trouve, dans ma vision des choses et dans mon expérience, je trouve que finalement, le fait d'avoir un abonnement et d'avoir des élèves abonnés, donc déjà, c'est plus chouette parce que je suis des élèves toute l'année, je les vois, il y a une relation qui se crée, etc. Et au-delà de ça, je les trouve beaucoup plus respectueux de ce que je fais et de ce que je transmets, tu vois. Là où, quand je faisais au carnet ou au cours à l'unité, des fois, on me prévenait même pas parce qu'ils étaient absents. Là, presque tous mes élèves me préviennent quand ils sont absents, alors qu'en vrai, ça change, on va dire, rien pour moi. Enfin, je veux dire, ils me doivent rien et ils ont de toute façon payé tout leur cours de l'année, donc qu'ils soient là ou pas là, c'est un peu plutôt leur problème, on va dire, quoi. Ouais, mais il y a Et un donc, engagement du coup. c'est ça. Je trouve qu'il y a une relation qui se crée un peu plus forte et une sorte de fidélité un peu plus forte, quoi. Donc ça, Hmm. c'est aussi intéressant. Ouais. Un peu particulier à ma profession, mais je pense que tous les métiers un peu type bien-être, etc., ça peut être quelque chose qui colle, quoi. Bah, et puis c'est souvent dur quand on est justement dans le bien-être. Il y a le côté, ouais, mais bon, je veux donner, je veux faire le bien, donc je vais pas faire payer ou pas très, ou pas beaucoup, ou pas aussi. Bon, bah, à un moment donné, il y a aussi la réalité économique et c'est de trouver bah, le tarif qui est juste pour soi, pour les autres, pour sa cible, enfin voilà, mais top. Et est-ce que tu as eu des peurs justement dans tout ce parcours-là? Est-ce que tu en as encore peut-être? Ma plus grosse peur, mais que j'ai depuis toujours sur plein de trucs, c'est la peur de rater. Vraiment, genre, Hmm. et rater, je mets pas forcément de trucs derrière, mais j'ai toujours eu peur de l'échec et du coup, je pense de pas être fière de moi ou des trucs comme ça. Mais je me dis que de toute façon, pour rater, faut aussi essayer, quoi. Hmm. Donc, mais ça, c'est un truc qui a, enfin, pour toujours et dans un peu tous les domaines de ma vie. Plus gros truc au début, et c'était un peu ce truc-là qui aurait pu être un frein presque définitif, de me dire, bah ouais, mais si je me lance et que j'y arrive pas, ben j'aurais fait ça pour rien, ou je me sentirais nulle, ou des trucs comme ça. Et qu'est-ce qui Ouais. t'a permis de dépasser cette peur de rater justement et de te lancer quand même? Le côté un peu, si je le fais pas, je vais regretter, tu vois. Hmm. Et je pense déjà que le fait d'avoir du soutien tout autour, ça m'a boosté, ça m'a fait comprendre que oui, alors, je reformule un peu. Je pense qu'au début, quand j'ai un peu annoncé aux gens que j'envisageais le fait de devenir prof de yoga, j'avais très peur qu'on me dise, ben, c'est quoi ce délire, quoi? C'est Hmm. ça, il y a pas, enfin, ça sert à rien, il n'y a pas d'avenir, ou c'est pas un vrai métier, ou des trucs comme ça. Et finalement, c'est pas du tout les réponses que j'ai eues. Donc, je pense que déjà ça, je me suis dit, ah ouais, bah, si les autres se rendent compte que bah, ça a pas l'air complètement déconnant, c'est peut-être quand même que c'est quelque chose qui me correspond. Et c'est ça aussi, le côté qui me correspond, tu vois. Hmm. Je pense que les gens se sont rendus compte que c'est un truc qui me collait bien et qui me convenait. Notamment pour passer mon diplôme du coup de prof de yoga, j'ai dû donner un cours et du coup tu ramenais tes propres élèves. Et du coup mes élèves que j'ai ramenés, c'est des gens de ma famille ou des amis. Et je pense que pour certains, le fait de me voir donner cours pendant 1 heure et de voir comment j'étais, ils se sont dit bah ouais en fait, enfin c'est ça qu'il lui faut quoi. Hmm. Beaucoup de bien et ça m'a un peu boosté sur ça. Ce qui m'a fait peur aussi et ce qui me fait peur encore aujourd'hui, c'est le côté quand même un peu de dépendance au niveau du couple, tu vois, dépendance financière. D'accord. Même au fur et à mesure des mois, ça se gomme
et que bah, on essaye de faire en sorte que ce soit, mine de rien, le plus équitable possible. Après, j'essaie aussi de me dire sur ça que ben un couple, c'est sur une année entière, enfin plus qu'une année, même une vie entière, et que du coup, il y aura forcément des moments où ce sera inégal, mais c'est pas très grave et que on va créer un équilibre sur la globalité, tu vois. Ouais, puis ce Mais que ça, tu apportes dans le couple, au final, c'est vrai qu'on l'argent, ça peut être un sujet souvent dans le couple, ouais. à se dire, bah voilà, il faut être très équitable et tout. Moi, je sais, hein, j'ai ça aussi, il faut que ce soit équitable, machin. J'ai du mal à lâcher. Et c'est pour ça que je me suis mis beaucoup aussi de pression dès le départ en me disant, bah, il faut que moi, je subvienne à mes propres besoins. Donc, en fait, du coup, bah, moi, je puisais dans des économies que j'avais. Donc, voilà. Mais en fait, c'est aussi dans ce qu'on apporte dans le couple, c'est pas que financier, en fait. On met tout sur le matériel, mais qu'est-ce que tu apportes par ailleurs qui n'est pas forcément, pécunier, quoi? Bah, t'occuper des enfants quand lui, probablement travaille, enfin, tu vois? Il faut sortir aussi, je pense, pour, pouvoir se lancer. S'il y a un soutien possible à côté, c'est de l'accepter. Je pense que et ça, je remarque que c'est un point qui peut être bloquant, qu'il faut vraiment aller travailler parce que se dire, l'abondance finalement, elle est là. Enfin, en tout cas, j'ai la possibilité de, me reposer pour un temps sur mon conjoint qui est hyper content de le faire parce que, il me voit, complètement, au en PLS dans mon boulot actuel et il me voit quand je parle de mon futur job, ben, hyper animé. Normalement, il sera content de verser un peu plus sur le compte chaque mois, et de voir sa conjointe, contente aussi, quoi, plutôt que l'inverse. Tout ça, mais c'est vrai que ça peut être des freins psychologiques, hein, pour le coup, hérités alors, croyances, de l'éducation, de plein de trucs, enfin qu'on se reprend dans le sac à dos sans même s'en rendre compte et qu'on s'en rend compte une fois qu'on est dans la situation. C'est vrai que le frein, financier et ce sur quoi on peut s'appuyer parce que c'est vrai, faut pas se mentir, enfin, je le remarque quand même beaucoup, il y a quand même cet espoir de 3 ans. Alors il y en a qui décollent tout de suite, il y en a qui décollent jamais. Il y en a qui décollent, voilà, au bout de 3 ans, mais c'est pas on passe pas de zéro à tout, en fait. C'est pas il y a aussi cette phase où, ben, ça va en progressant. Mais c'est vrai que, moi, j'avais tendance à me dire: «Ouais, mais non, 3 ans, c'est long, machin, nin nin nin». Mais au final, je me rends compte que, effectivement, il y a quand même ces 3 ans-là où mais ça va en progressant, normalement. Il y a des ajustements à faire, il y a, voilà, des tarifs à revoir, des offres à revoir, des choses comme ça. Et donc petit à petit, tout ce qu'on a semé, on commence à le récolter. Mais c'est vrai que, je pense que c'est pas mal de l'avoir en tête quand même, d'avoir cette possibilité d'être à la fois patient, se dire: «Bon, bah, c'est pas parce qu'au bout d'1 an, c'est pas complètement décollé que, je suis une buse et que, je suis pas faite pour être entrepreneur, ou quoi». Non, c'est juste que c'est normal en fait, ou en tout cas pas incohérent, quoi. Et je te rejoins sur ça aussi. Et du coup, j'ai eu une première expérience d'auto-entreprise où j'étais social media manager. Je l'ai fait un peu moins d'un an. Et je trouvais tout le temps long. Je trouvais, enfin, ça mettait du temps à décoller et je trouvais tout le temps que c'était long, que j'avais pas la patience d'attendre, etc. Là où, quand je me suis lancée en tant que prof de yoga, ouais, c'était long aussi, mais ça me dérangeait moins parce que je pense qu'il y avait plus ce côté, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Et du coup, c'était moins dérangeant là où j'étais la première fois. Je m'étais un peu lancée par défaut, toujours en sachant pas trop ce que je voulais et en me disant je vais tenter ça et on verra ce que ça donne. Et je pense que comme c'était pas ce qui me faisait vibrer, bah tout était long, laborieux, etc. Là où ça l'est aussi aujourd'hui, mais de manière plus positive. En tout cas, je le vis de manière beaucoup plus positive, quoi. Ouais. Oui, parce que peut-être que quand tu t'étais lancé dans la com en auto-entrepreneur, tu cherchais, bah, peut-être plus la liberté ou la tranquillité, mais ça te suffisait pas. Il fallait aussi le côté, je vais être peinard, mais en même temps, un truc qui m'anime, quoi. C'est pas mal aussi. Et pour revenir sur les peurs, il y a une autre chose qui est peut-être propre à ce métier-là, quoique, c'est le côté, enfin, je pense qu'on a tous une image mentale du prof de yoga ou de la prof de yoga. Et je me suis dit, est-ce que l'image que je m'en fais moi va se coller à la réalité que je vais vivre, tu vois? Ça, il y a eu quelques désenchantements, on va dire, mais finalement, je trouve que j'ai la chance aussi, et je me suis créé cette chance-là de pouvoir un peu modeler la manière dont je bosse et la manière dont je veux être prof de yoga. Et du coup, bah, ça colle à ce que j'avais comme image et à mes attentes, et même ça évolue un peu au fur et à mesure des mois et des années, donc ça, c'est chouette.
Je pense aussi que il faut accepter que l'image qu'on a et la réalité est pas forcément la même et essayer de créer sa propre réalité, on va dire. Enfin, c'est un peu. Non, mais c'est vrai, ouais, ouais, je comprends ce que tu dis, ouais. C'est tout à fait juste. Bah, parce que c'est comme un. Moi, je le vois vraiment comme une sorte d'organisme vivant, ma boîte. Enfin, c'est ça, ça évolue. Enfin, il n'y a rien qui est figé. Faut s'adapter à ces petites crises aussi. Faut célébrer ces petites victoires. Enfin, voilà. Ouais, et du coup, là où au début, j'avais en image de bosser que dans des studios plutôt, on va dire, classe, etc., machin, bah, aujourd'hui, je bosse dans un tiers-lieu culturel, un truc un peu tranquillou, enfin, tranquillou, pilou, façon de parler. Là où au début, je me disais, je veux faire que avec des nanas en forme, etc., bah, je donne des cours de yoga senior et enfin, je trouve ça génial, tu vois. Donc, ça aussi, c'est intéressant de voir comment, bah, justement, tes valeurs de vie personnelles vont un peu aussi se transfuser, on va dire, dans ta vie pro, quoi. Et je suis hyper contente et je sais aussi que je peux faire évoluer ça au fur et à mesure des mois et des années. Donc ça, c'est très cool, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu es, bon, je pense que tu es contente, mais est-ce que tu confirmes que tu es content de ton choix, que tu es... Bah, ce côté équilibre de vie, vraiment, je trouve que c'est très chouette. Là, pour reprendre l'exemple vraiment là, hyper récent, c'est que c'était les vacances scolaires et j'ai pu passer 2 semaines entières avec mes enfants et tout, en tout cas un maximum de temps avec eux, et c'est quand même vraiment hyper chouette, quoi. Ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté, j'arrive vraiment à mettre en pause la vie pro pendant ces moments-là. Il y a toujours des petits trucs un peu à droite à gauche, des petits messages, des petits mails, des petits trucs, mais enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui me prend beaucoup de temps de cerveau, donc ça, c'est vraiment cool. Le côté épanouissement, ça, je pense qu'il n'y a pas. Mine de rien, tout ce qui me rend aussi hyper heureuse, c'est bah, justement que ça colle à mes valeurs de vie. Typiquement, je vais jamais au boulot en voiture, je prends tout le temps le vélo parce que j'ai choisi, enfin j'ai essayé en tout cas de choisir des lieux relativement proches de chez moi. Donc ça aussi c'est très cool de pas on va dire cracher sur tes valeurs perso pour aller bosser et tout quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Et par contre mine de rien, et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, j'ai remarqué il y a quelques semaines on va dire que je suis hyper heureuse dans mon boulot, mais par contre je sens ce côté anxiété, ouais, tu vois. Par Euh, rapport à quoi? Par rapport à plein de petits trucs, mais ce côté, bah, mine de rien, des fois je me dis, mais ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain, tu vois. Il suffit qu'il y ait plus d'élèves qui viennent ou des trucs comme ça, enfin voilà. Le côté aussi un peu prévisionnel, financier, etc., où il y a quelques semaines, je me suis rendu compte que je m'étais gourée dans mes tableaux Excel et que du coup, mon prévisionnel qui était hyper chouette, hyper beau, bah finalement, bim, Ah merde. un peu dégringolé, tu vois. Et trucs aussi, c'est plutôt le côté un peu, on va dire, administratif, logistique, compta, etc. J'ai fait ma déclaration d'impôt genre hier ou avant-hier. Ça m'a stressé pour toute la journée alors que c'est un truc tout bête, mais du coup, enfin, tout bête, façon de parler. Mais chercher quoi, comment et où, etc. Je me dis, je trouve que des fois quand même, on n'est pas trop aidé, quoi, tu vois. Côté un peu paperasse administratif et financier qui pèse un peu toujours quand même sur tes épaules. Et du coup, ça peut me créer des petits moments un peu des pics de stress, quoi. Alors après, c'est des moments, tu vois. C'est que ça m'arrive un peu régulièrement et qu'après, le soufflet retombe, quoi. Il y a toujours un peu ce côté-là de se dire, ben, ça peut s'arrêter un peu du jour au lendemain, où il suffit d'un mauvais calcul ou d'un mauvais truc ou d'un mauvais machin. Ce que tu avais prévu, finalement, ben, c'est pas exactement ça. Après, c'est un peu le jeu de tout auto-entrepreneur aussi, je pense, mais d'essayer de jongler avec tout ça. Et je pense, et du coup, dans ce côté aussi un peu auto-entreprise, je pense que c'est hyper important de se faire accompagner, que ce soit par l'entourage personnel, on va dire, ou même un entourage pro. Moi, au tout début, j'étais accompagnée par la BGE. Mhm. Et même si c'était pas des trucs de fifou, je trouve que c'était cool j'avais un rendez-vous genre mensuel. Mais des fois, de déjà un peu balancer tes angoisses, on va dire, à quelqu'un d'autre et Mhm. d'avoir quelqu'un en face de toi qui te rationalise un petit peu ou qui recadre un petit peu les choses. Et du coup, ouais, quand tu as des doutes, quand tu as des questions, d'avoir un peu des gens à qui te confier et qui puissent un peu t'aiguiller sur ça, quoi. Le côté auto-entreprise a des fois tendance peut-être à te renfermer un peu dans ce côté un peu solo, mais je pense que c'est important de garder du contact à l'extérieur pour pas se sentir seul. Et je dis pas seul juste en termes d'accompagnement et de sociabilité, tu vois, mais seul dans tes problématiques, etc., quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'après, il peut y avoir une espèce de mythe autour de l'entrepreneuriat, de se dire: «Ah, c'est trop bien, c'est la liberté et tout ça». Mais bon, il y a aussi son lot de stress et c'est vrai qu'il y a d'autres, sources de stress. Alors, c'est sûr que, tu te tartines pas ton boss toxique et puis tes collègues relous, si tu en as, toute la journée. Mais, je pense que ça demande effectivement pas mal de flexibilité. Ça demande, ben, forcément d'être autonome, d'être indépendant. Ça demande aussi d'être en capacité de demander de l'aide quand tu en as besoin et de pas se dire, «Voilà, non, j'y vais, tout seul et à la force du poignet et puis j'ai besoin de personne d'autre». Moi, ce que j'ai constaté, c'est que, voilà, il y a des personnes qui disent: «Bah, ouais, ça serait bien de se lancer indépendant», mais c'est pas une fin en soi. En fait, c'est vraiment, pour le coup, pas fait pour tout le monde. C'est ça. Vraiment. Je pense qu'il y a vraiment déjà une envie à avoir, profonde, une motivation profonde, un discernement par rapport à justement, tout ce que ça implique, mais aussi, d'en avoir les capacités. Qualités finalement, il y a des qualités un peu intrinsèques à l'entrepreneur, donc bah, voilà, si tu as besoin d'être tout le temps entouré ou alors faut trouver un moyen de bosser en coworking ou des choses comme ça. En fait, prendre en compte un peu ta personnalité et comment, du coup, je vis mon entrepreneuriat, quoi. Ouais. C'est-à-dire, bah, quand j'ai besoin de connecter, comment je peux faire en sorte que je puisse connecter avec d'autres personnes? Comment, voilà, pour pas t'isoler et du coup tourner dans ton bocal quand ça va pas et t'enliser dans un truc, hyper négatif. Donc ça, c'est vrai que je pense que c'est un peu important et puis de se dire: «Bah, en fait, tout le monde n'est pas fait pour ça et c'est OK». Enfin, il y a pas c'est pas une fin en soi de devenir entrepreneur, quoi. Non, carrément pas. Et après aussi, une reconversion ne veut pas forcément dire que tu deviens, Exactement, tu peux te reconvertir exactement. en salarié. Bah, pour reprendre, mon conjoint s'est reconverti aussi après la naissance de notre enfant, décidément. Mmh. Il est resté dans la même boîte, il est resté salarié, etc. Et là encore, enfin, je croise aussi d'autres personnes qui sont reconverties, mais pas forcément en sortant du côté salarié, quoi. Exactement. Mmh. Plusieurs manières de se reconvertir, et se reconvertir veut pas forcément dire que tu te retrouves entrepreneur, quoi. Et quel conseil, tu aurais à donner à des personnes, alors qui, du coup, pas forcément pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui souhaiteraient se reconvertir? Ben, il y a le côté quand même, je trouve, enfin, être entouré dans le côté pro et perso. Je pense que, enfin, au-delà d'être entouré, être soutenu. Je pense qu'une reconversion, déjà, c'est une relativement grosse décision personnelle. Et avoir du soutien, que ce soit dans le cadre pro ou personnel, c'est quelque chose pour moi qui est hyper essentiel pour pas se sentir non plus solo dans cette démarche. Enfin, et comme on disait, du coup, même en tant que salarié, il y a quand même plein de boîtes qui soutiennent les gens qui veulent faire des reconversions. Donc, je pense que ça, c'est un truc un peu essentiel. J'avoue que du coup, dans mon cas de figure, c'est plutôt sur le côté quand même entrepreneuriat. Tu vois, on parlait du côté patience. Mine de rien, je pense que ça peut s'apparenter aussi au monde du salariat où des fois, bah, quand tu te reconvertis, tu apprends quand même un nouveau métier. Donc, c'est évident que tu sauras pas le faire de manière parfaite, on va dire, dès le début. Donc, c'est rester toujours indulgent aussi avec soi et se dire qu'on apprend, même si tu as des formations, des choses qui vont t'aider, des bouquins, des podcasts, etc. Il y a pas, t'apprends toujours mieux quand tu as les mains dans le cambouis, quoi. Donc, ça aussi, je pense qu'il faut garder de la bienveillance pour se dire que ton nouveau métier, ta nouvelle voie, tu l'apprends aussi un peu au fur et à mesure, quoi. Ouais. Bah, ça pour le coup, effectivement pour, soulever un autre, exemple qui, est pas forcément dans l'entrepreneuriat, dans mon vécu du coup, puisque, ben, en début de carrière, je faisais de l'audit financier et ensuite je me suis, ben, reconvertie dans le recrutement. Donc j'avais fait ma formation de coaching, mais je pouvais pas être, coach tout de suite, enfin je le sentais pas, j'avais pas assez d'expérience et tout ça. Donc j'avais créé ma micro, mais en attendant, voilà, je voulais trouver une passerelle et donc c'est là que je suis allée vers le recrutement. Enfin que le recrutement est venu à moi finalement, j'ai mis, j'ai claqué un CV, consultante RH et puis voilà, c'est le recrutement qui est venu à moi et c'est vrai que alors même là, j'ai dû, faire face quand même à cette régression en termes de salaire. Parce que j'avais un bon salaire, mais vu que j'étais, au début et puis bon que voilà, ils ont joué clairement beaucoup la carte de, «Tu ne connais pas le recrutement, on ne sait pas ce que tu vaux, donc on va te payer, moins». Donc, bah, en fait, c'était un choix de ma part, de me dire pareil, bon, bah, je régresse, mais c'était en plus, pas mal, hein. C'était, je pense que j'ai dû perdre, pas loin de 10 K, un truc comme ça, quoi. Donc, voilà, fallait quand même faire le pas
Mais à la fois, j'étais, moi, hyper contente d'apprendre un nouveau métier. En plus, c'était un métier qui m'a plu et tout ça, qui me correspondait plus ou moins bien. À part le côté peut-être objectifs chiffrés commerciaux et tout, où là, voilà, j'avais un peu plus de mal avec le côté, les candidats, c'est des potentiels honoraires, quoi. Donc ça me posait un petit peu un souci, mais c'est plus voilà, dans mes valeurs qu'autre chose. Mais sinon, c'est vrai que quand on se reconvertit, il peut y avoir le côté, bah oui, mais je peux pas, effectivement, on doit apprendre en fait, et de se laisser le temps, comme tu dis, de se laisser aussi une marge de manœuvre à, bah, tout sera pas parfait tout de suite, donc je peux pas Oui, tout réussir tout de suite. De potentiellement se laisser la marge de manœuvre, bah, c'est peut-être pas fait pour moi. Finalement, je me suis peut-être trompée, et de s'autoriser à revenir en arrière ou à faire finalement autre chose, c'est pas grave en fait. Je pense qu'il faut être hyper flexible quand on se reconvertit, et que, comme tu le disais, c'est en vivant les choses qu'on se rend compte si ça nous convient ou que ça nous convient pas. Mais que surtout, je trouve ça hyper important de se laisser cette porte de sortie d'une façon ou d'une autre si on voit que finalement c'était peut-être pas le bon choix. C'est pas un mauvais choix, c'est juste un choix qui va mener peut-être vers un autre choix après, et que ça servait de passerelle, d'une façon ou d'une autre. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Je savais, j'avais déjà mon coup, d'après. Je savais que mon but, c'était le coaching. Mais voilà, j'ai fait 8 ans de recrutement avec du coaching, par-ci par-là en attendant, avant de me lancer toute seule. Parce que c'était mon timing. Il y a des gens qui seraient lancés bien avant, peut-être d'autres après, peut-être jamais. Peut-être avec d'autres passerelles entre-temps, enfin voilà, et ça me semblait hyper impossible au départ. Quand j'étais, auditrice, financière, je me disais: «Bon, ben, je vais rester bloquée dans ce genre de métier toute ma vie». Ce qui est tout tracé, c'est que, je vais, faire du contrôle de gestion, après je vais évoluer responsable, après je vais peut-être être DAF d'une petite PME ou d'un truc comme ça, et puis voilà, donc ça va me faire chier, mais je vais prendre mon mal en patience et je vais essayer d'avoir une vie perso cool pour compenser. Ça a pas marché longtemps, quoi, cette réflexion. Et puis au final, j'en ai eu vraiment marre, et avec le recul, je me dis: «Mais purée, ça a été possible, en fait». Alors que vraiment, je suis passée, d'un truc, enfin, de la choucroute au cassoulet ou inversement, quoi, enfin, rien à voir. Donc c'est vraiment un cheminement et je pense que chaque décision que tu prends dans ta vie enfin, pro plutôt, du coup, va t'amener à peut-être des nouvelles réflexions, des nouveaux questionnements qui vont peut-être t'amener à une nouvelle étape, etc., quoi. Et tu vois, moi, je vois du coup aussi que dans mon parcours bah, pro, même du coup scolaire, ça fait tellement longtemps que je me pose la question de quoi, comment, pourquoi, que je pense que ça aurait été inévitable que mon secteur pro, je me pose la question de est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, etc. Enfin, ça m'arrive, limite, ça m'est arrivé tous les 6 mois, tu vois, de me poser la question. Donc ouais, c'est tout un cheminement. Et je pense que la première fois où je me suis lancée en auto-entrepreneur, c'était un peu, mine de rien, une première étape pour ce que je fais aujourd'hui, de voir un peu, bah, un peu les rouages, etc. Et c'est tout ça qui a construit ce que je fais aujourd'hui, quoi. mmh, ouais. Une petite anecdote un peu rigolote, c'est que du coup, le dernier emploi salarié que j'ai fait, pour les entretiens d'embauche, ils m'ont posé la question un peu, on va dire, classique qu'on pose dans toutes les boîtes, c'est tu dois faire quoi dans 5 ans? Donc à l'époque, on est en 2019, ouais, c'est ça, juin-juillet 2019. Et je leur réponds, mais vraiment sur le ton plutôt genre humoristique, ah bah certainement prof de yoga. Mais en fait, c'était Ah plutôt ouais? je sais que je ferai pas ce métier-là toute ma vie. Je sais qu'à un moment, je le dévierai, tu vois, enfin, dans un truc un peu plus, on va dire, humain. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce côté un peu que je vois, un peu plus relationnel, etc. Et tu vois, spontanément, c'est cette réponse-là qui m'est venue naturellement, quoi. Donc, Mmh. c'est rigolo, c'est de te dire que finalement, la clé était déjà là depuis super longtemps. Fallait juste un peu débroussailler, quoi. C'est ça. Ça, c'est hyper, hyper intéressant ce que tu dis, voilà, de se dire que, on peut avoir tendance à se dire: «Voilà, je vais me reconvertir, ça va être un changement, ou je vais lancer ma boîte ou ci ou ça». Du coup, hop, on va remonter dans sa tête direct pour, avoir tout le plan, le rétro-planning, le fichier Excel, la colonne plus, la colonne moins et machin. Alors que finalement, là, on le voit bien, c'est quand même parti de quelque chose d'hyper interne et d'un ressenti, pour toi en tout cas, et de quelque chose qui a rien à voir avec ta tête, en fait. Oui, c'est Et ça. ça, je trouve ça hyper important. C'est ceux, dont on parle en long, en large, en travers quand on fait les séances de design humain. Mais en fait, c'est vrai que pour, compenser ce manque de visibilité ou les peurs qu'on peut avoir, on va avoir tendance à vouloir tout planifier, vouloir avoir, 10 coups d'avance. Alors qu'en fait, bah,
comme on se l'est dit là, tout au long de cet échange, bah, il y a cette espèce de flexibilité, encore une fois, à avoir et se dire: «Bah, en fait, ce que j'avais planifié au départ, ça peut être complètement différent» ou il peut y avoir des opportunités qui vont arriver, je les avais même pas enfin, j'aurais jamais pu les imaginer et du coup, ça va ouvrir d'autres portes et ça va être encore plus porteur. Enfin, on sait pas, en fait. C'est se laisser naviguer aussi, tout en tenant la barre, mais de se laisser aller aussi au gré du courant et de ce qui peut se passer, sur la route, quoi. Vraiment. Bon, bah, trop cool. Bah, écoute, merci beaucoup, Lucille. Alors et si on veut, voir ce que tu fais, tout ça, te suivre, est-ce que, comment on peut le faire? Ou s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont à Lille, comment ils peuvent te trouver? Enfin, voilà. Eh ben, vous pouvez me trouver sur mon compte Instagram qui est Lucille_Yoganesha. Et là, tu te dis que tu as très mal choisi ton nom parce qu'à l'oral, Alors, Yoga Nesha, donc yoga, Nesha. c'est ça, exactement. Et mon site internet, c'est yoganesha.fr. Donc, pareil, Yoganesha. Et puis après, sinon, vous contactez Émilie et puis Ouais, bah, de toute façon, je vais remettre le lien, de ton Instagram et tout ça dans le descriptif, de l'épisode. Écoute, en tout cas, c'était un super, plaisir de t'avoir, pour cette première. Je suis trop contente de ce premier échange. Symbolique, comme je le disais, puisque tu as été, voilà, ma 1re presque aussi, en coaching quand j'ai lancé mon bébé Light Up. Donc, merci à toi et bah, pour les personnes que le sujet touche de près ou de loin, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez, bah, vous rapprocher de moi ou même de Lucille, d'ailleurs si vous avez des questions ou quoi et si vous avez besoin d'un coup de pouce, sur ce sujet ou d'autres, bah, vous savez aussi où me trouver. Je me ferai un plaisir de vous apporter, les lumières que je peux vous apporter et puis, ben, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Bye bye.